news internationale. Débutons ce journal avec cet élément de la France. Débat Macron-Le Pen. Les deux candidats à l'élection présidentielle ont présenté leurs propositions pendant près de 3 heures. Le détail dans ce reportage avec notre correspondant en France, Henri-François. Suivez. Le dernier duel entre les deux candidats, il y a 5 ans, où Marine Le Pen était passée à côté de l'exercice. Avantage Macron barre la une de Sud-Ouest, Macron domine, Le Pen tient le choc. Au lendemain du débat d'entre-deux tours entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national, la presse accorde un léger avantage à Emmanuel Macron, même si les deux candidats ont pu, selon les journaux, présenter deux visions de la France dans un climat plus serein qu'en 2017. Le boa constrictor, Emmanuel Macron. Pas de jeu du cirque, pas de provocation de la part de Marine Le Pen, ni de suffisance excessive de la part d'Emmanuel Macron, malgré un « vous dites n'importe quoi », relève de son côté Jean-Marcel Bougreau dans la République des Pyrénées, accordant lui aussi un bon point au chef de l'État sortant pour sa technicité. Marine Le Pen a donné le sentiment de ne jamais parvenir à se replacer sur la ligne de départ quand son adversaire, pugnace, luttait pour ne pas pécher par excès de confiance. Et le journal du soir de comparer le chef de l'État à un boa constrictor qui a semblé resserrer peu à peu son opposante jusqu'à ce qu'elle étouffe. Les 3 heures d'échange ont donné lieu à de nombreuses piques. Le Parisien aujourd'hui en France retient celle d'Emmanuel Macron. Quand vous parlez à Poutine, vous parlez à votre banquier, pour appuyer son titre de une Macron à l'attaque, Le Pen en défense. Marine Le Pen n'a pas renversé la table. 5 ans après leur premier duel, le scénario s'est inversé mais le résultat est le même. Le président sortant l'emporte haut la main. Pour la seconde fois, estimant qu'Emmanuel Macron a déchiqueté le projet de la candidate du Rassemblement national. Tout le monde avait en mémoire une Marine Le Pen fatiguée et perdue dans ses fiches en 2017. Elle s'en est nettement mieux sortie. Mais elle n'a pas renversé la table, son adversaire n'a pas perdu le match, juge Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Libération se montre plus sévère. Toujours pas à la hauteur, titre le quotidien de gauche sur une photo en gros plan de Marine Le Pen, regard dans le vide. Contradictoire et floue dans bien des domaines, Marine Le Pen, combative et modérée, a montré les limites de l'exercice, abonde Olivier Biscay dans Midi Libre, jugeant qu'Emmanuel Macron, un tantinet certain de son fait mais offensif et précis, a gagné cette première manche avant le vote de dimanche. Henri-François pour CFTV 1 Congo France. De la défense de deux pays l'ont paraphé il y a 8 jours à Moscou. Suivez cet élément avec notre correspondant à Yaoundé et Siombi. Suivez. Le dit accord a été signé le 12 avril entre la République du Cameroun et la Fédération de Russie. C'est le ministre délégué auprès du ministère de la Défense qui a signé à Moscou en Russie cet accord de défense avec le pays de Poutine. L'article 2 du dit accord dispose donc que la coopération interviendra dans les domaines précis. L'échange d'opinions et d'informations en matière de politique de défense et de sécurité internationale, le développement des relations dans le domaine de la formation conjointe et l'entraînement des troupes, des forces, de génie, d'enseignement militaire, de médecine militaire. Ce n'est pas la première fois que l'État du Cameroun signe un accord militaire avec la Russie. En 2015 déjà, Moscou et Yaoundé avaient signé un accord militaire de même nature. Cet accord devrait d'ailleurs être renouvelé en 2020, mais la crise sanitaire du coronavirus avait repoussé l'échéance en 2022. En pleine guerre Occident-Russie, alors que la chef de la diplomatie européenne menace les pays africains qui continueront à traiter avec les Russes, Paul Biya est allé signer un accord de coopération militaire à Moscou. L'actualité, c'est aussi au Mali, le chef d'état-major des armées du Mali, le général de division Oumar Diarra, a réceptionné 2 hélicoptères du combat et de radars de surveillance Guy Samba pour Congo France Télévisions. L'armée malienne se dote de radars de surveillance. Au Mali, les autorités de transition ont annoncé la réception, lundi 19 avril, de 2 nouveaux hélicoptères de combat, fournis par la Russie. À quel coût? Cela n'a pas été précisé. Outre ces nouveaux hélicoptères, l'armée malienne s'est également dotée de radars de surveillance de 4e génération. Leur modèle précis ni leur nombre n'ont été précisés non plus, d'autres radars avaient déjà été réceptionnés ces derniers mois. Ce matériel doit, selon l'armée malienne, aider les FAMA, Forces armées maliennes, note de la rédaction, dans leur lutte de tous les jours pour l'éradication du terrorisme. Mais de nombreux observateurs s'interrogent, en quoi des radars peuvent-ils contribuer à la lutte antiterroriste?
sachant que les groupes djihadistes opérant au Sahel ne disposent pas de moyens aériens? De quelle manière ces radars peuvent-ils contribuer à sécuriser le territoire national malien? Communiqué laconique. Aujourd'hui, les équipements que nous recevons rentrent dans le cadre de la montée en puissance des FAMA. Les FAMA continueront à se renforcer. Et pour finir, réunion des hauts niveaux à Nairobi sur la sécurité dans l'Est de la RDC. Kagame se fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Suivez. Niveau à Nairobi sur la sécurité dans l'Est de la RDC, Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Félix Tshisekedi participe depuis ce jeudi matin à Nairobi, capitale kenyane, à la réunion de haut niveau sur la sécurité dans la région et de la RDC. La question du M23 est particulièrement au menu de cette deuxième rencontre de la Communauté d'Afrique de l'Est, IEIC, sur ce sujet. L'organisation sous-régionale regroupe 7 pays dont le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, et la RDC qui vient de faire officiellement son entrée cette année. La réunion se tient au State House de Nairobi. Elle regroupe le Congolais Félix Tshisekedi, le Kenyan Uhuru Kenyatta, le Burundais Evariste Ndayishimiye et l'Ougandais Yoweri Museveni. Paul Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères Vincent Biruta. La présidence congolaise renseigne qu'au State House, un dispositif particulier a été mis en place pour ne rien laisser filtrer de ces échanges à huis clos entre les chefs d'État. Aucun média et aucune presse présidentielle ne sont admis sur le site présidentiel du State House. Il en est aussi de même des accompagnateurs des différents chefs d'État présents, éloignés de ces échanges. Pour le contexte, les combats entre FARDC et M23 entre octobre 2021 et avril 2022 avaient fait déplacer plusieurs dizaines de milliers de Congolais. Certains se sont même réfugiés en Ouganda voisin. La MONUSCO a d'ailleurs perdu des casques bleus et un hélicoptère dans ce contexte. Félix Tshisekedi espère que l'adhésion de la RDC à l'IEIC constitue une opportunité à la fois pour renforcer la paix et la sécurité dans la sous-région, et particulièrement dans l'Est de la RDC. Il l'a encore répété au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 15 avril. Pour être conforme à la Constitution, l'aboutissement de ce processus d'adhésion passera par la ratification des textes régissant la Communauté d'Afrique de l'Est. Vu l'intérêt et les enjeux que cette adhésion représente pour la République démocratique du Congo, le président de la République a exhorté les institutions concernées par le processus de ratification à faire diligence pour que notre pays se mette au pas, disait d'ailleurs le compte-rendu de cette réunion du Conseil des ministres. C'est la fin de ces news internationales. Messieurs et dames, c'était un réel plaisir pour moi de vous le présenter. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Suivez cette émission qui vous est offerte par la Société Spéciale Autogarage.